Madame, Monsieur, bonsoir. Un petit garçon de 9 ans est décédé ce week-end à Strasbourg des suites de mauvais traitements. Plusieurs membres de sa famille viennent d'être déférés au parquet. Les autorités sanitaires ont-elles suffisamment anticipé les conséquences de la canicule? C'est la question posée par certains médecins urgentistes. Ils affirment qu'en 4 jours, une cinquantaine de personnes sont mortes des suites de la chaleur en région parisienne. Le gouvernement va accorder des dérogations à EDF pour lui permettre de continuer à produire de l'électricité en cette période de canicule. Le gouvernement qui appelle les Français à limiter leur consommation. Après plusieurs semaines de tergiversation, Charles Taylor vient d'abandonner finalement son poste de président du Libéria. Un gouvernement de transition a été mis en place jusqu'aux élections d'octobre prochain. Et puis, comme chaque soir, nous irons découvrir une plage de rêve, cette fois dans les Côtes d'Armor, une petite île accessible à marée basse. Mais nous ouvrons ce journal par les obsèques d'Audrey qui se sont déroulées cet après-midi à Sainte-Catherine-de-la-Flotte, un petit port de l'île de Ré. Des centaines d'habitants, mais aussi des vacanciers sont venus rendre un dernier hommage à la jeune fille retrouvée morte mercredi dernier. Christophe de Valambra, Alain Darrigrand. Le cortège pénètre le petit cimetière de Saint-Martin-de-Ré, où Audrey repose désormais. De nombreux anonymes se sont regroupés pour lui rendre un dernier hommage. Le viol et le meurtre de l'adolescente ont créé une forte vague d'émotions sur l'île de Ré. On n'est pas d'ici, on la connaissait pas du tout, mais on aurait pu la connaître, hein, et voilà. C'est quelque chose qui vous touche tout de même? Oui, complètement. Ouais. Audrey était une fille qui avait à peu près le même âge que nous, et je dirais qu'on se sent concerné parce que c'est vrai que on se rend compte que la vie peut basculer d'un moment à l'autre, et donc voilà, on se dit que ça aurait pu être elle, moi. Les commerçants de Saint-Martin-de-Ré aussi se sentaient en deuil aujourd'hui. Leur hommage cet après-midi, beaucoup ont fermé leur boutique pendant 1 heure. Pourquoi vous fermez? Pour solidarité par rapport au malheur de la famille. Voilà, ça nous concerne tous et c'est pour ça que l'on ferme. C'est important pour montrer un peu qu'on n'est pas chacun de son côté, qu'on est tous ensemble et que face à cette ignobilité, je veux dire qu'on doit tous se rassembler, que ce soit à Saint-Martin ou dans toute la France, quoi, face à ces crimes odieux. Un crime odieux. Pendant la messe pour Audrey tout à l'heure, c'est bien le sentiment que partageaient les amis, les voisins, rassemblés autour de la famille de la jeune fille. Une chose que je ne peux pas supporter, c'est de savoir qu'il y a un monstre quelque part qui respire, qui vit, qui dort et que Audrey est morte. Ça, je ne peux pas le concevoir. Ce soir, le meurtrier d'Audrey n'a toujours pas été arrêté. Son portrait robot a été largement diffusé. La gendarmerie a reçu plus de 200 appels, sans résultat probant. Les contrôles filtrants à la sortie de l'île sont maintenus, mais 5 jours après le meurtre de l'adolescente, toujours pas de piste sérieuse. L'enquête s'annonce particulièrement longue et difficile. Ce soir, c'est tout le quartier de Haute-Pierre à Strasbourg qui est sous le choc et la stupeur. Les habitants viennent d'apprendre que Nicolas, 9 ans, est décédé des suites de maltraitance. Certains policiers parlent même d'actes de torture et de barbarie. Une partie de la famille du garçon vient d'être déférée au parquet. Laurent Menet, Antje Stahlschmidt. C'est ici, au 4e étage de cet immeuble du quartier de Haute-Pierre, que le drame s'est produit samedi. Nicolas, 9 ans, est mort après avoir subi des actes de torture et de barbarie perpétrés par sa famille. Une voisine qui a souhaité garder l'anonymat témoigne. Samedi, quand mon mari rentrait de la poste, il a vu l'ambulance chercher un petit garçon, mais il n'a pas pu voir qui c'était. Il a dit qu'il était enveloppé partout. Selon des sources policières, l'enfant scolarisé en CE2 aurait vécu un véritable calvaire. On parle de comportement d'une bestialité étonnante de la part de son père, sa mère, son oncle et sa grand-mère. Dans le quartier, c'est l'incompréhension. Quand il passait le matin pour aller à l'école, je le voyais avec les enfants. Il faisait les courses avec les enfants, tout. Sans plus. Il n'a jamais pensé que ça se passerait comme ça. Les copains de Nicolas décrivent le garçonnet comme étant agité, un peu turbulent. Ses parents excédés ne l'auraient plus supporté. Il sortait même pas et tout le temps quand il allait à l'école, il tapait les gens et tout. Les autres enfants, ouais. L'enquête n'est qu'à son début, mais elle confirme, semble-t-il, le contexte particulièrement sordide dans lequel s'est passé le drame, ne laissant guère de chance à l'enfant. Il semblerait également que cet enfant, qui est le souffle-douleur, qui était le souffle de cette famille, quand malheureusement il urinait, apparemment pour être tranquille, il l'attachait même sur le lit. Les 4 auteurs présumés des faits devaient être déférés au parquet de Strasbourg cet après-midi. Les frères et sœurs de la petite victime ont été placés dans des foyers d'accueil. Ce drame met en lumière de façon très crue la maltraitance dont sont victimes certains enfants. Chaque année, le 119 Allo Enfance Maltraitée reçoit près de 2 millions d'appels. Ce ne sont pas toujours des cas désespérés, mais sous le couvert de l'anonymat, des enfants peuvent enfin rompre la loi du silence. Laetitia Legendre, Bernie Mériot.
119, bonjour. Elle n'ose pas appeler? Même durant les vacances, les appels continuent d'affluer au 119, Allô enfance maltraitée. Des membres de la famille, des copines de classe qui s'angoissent, des voisins qui entendent des cris d'enfants. 3000 appels par jour pour dénoncer des violences physiques, psychologiques. Un anonymat garanti pour ceux qui décident, souvent des adultes, de briser la loi du silence. Il y a tout le temps de la peur chez de nombreuses personnes qui nous contactent. Il y a de la peur. Il y a de la peur dans le sens où on a quand même affaire à quelque chose qui est presque irrationnel. Donc pour cela, on a besoin de faire intervenir certaines personnes qui sont spécialisées, afin soit de pouvoir permettre à des personnes de réfléchir sur le mode éducatif, ou alors de permettre à une personne d'être mieux dans sa famille. Tu en as déjà vu en vrai des arcs-en-ciel? Non. En 2001, 85 500 enfants en danger ont été signalés, soit 2% de plus qu'en l'an 2000. Selon les chiffres officiels, 18 000 enfants ont été maltraités. Négligence lourde, problèmes psychologiques, c'est souvent pour violences physiques que les enfants sont retirés à leurs parents. 5 800 ont été victimes en 2001, 6 600 en 2000. Des violences familiales, souvent très difficiles à déceler. Dans un cadre familial, quand on est pris dans des choses très difficiles, on n'a pas le recul pour s'en rendre compte et pour effectivement aller demander des soins, de l'aide, etc. Donc on en arrive à un acte barbare qui fait réagir tout le monde, mais je veux dire, c'est certainement une situation qui n'est pas nouvelle. Souvent, les auteurs de maltraitance se trouvent dans l'entourage proche de l'enfant. Au 119, les langues se délient peu à peu. L'an dernier, 25 000 demandes d'aide ont été ainsi transmises aux services sociaux. Les médecins urgentistes tirent la sonnette d'alarme. La fréquentation des urgences en région parisienne a doublé en une semaine. C'est la conséquence de la canicule qui entraîne des cas d'hyperthermie. Certains aujourd'hui estiment que les autorités sanitaires n'ont pas suffisamment anticipé les effets de la chaleur. Cette polémique est-elle justifiée? En tout cas, dans certains hôpitaux, les urgences sont submergées. Vanessa Rouet, Claude Barnier. Le hall de l'hôpital Avicenne à Bobigny, transformé en salle de transit. Une affluence record due à la canicule, les patients espèrent un lit, des soins et parfois cette attente devient insoutenable. Arrivé pour fièvre ce matin et toujours non pris en charge à 15 h, ce malade avait décidé de quitter l'hôpital. Il est sorti sur le parking de l'hôpital et là il a fait un gros malaise avec des convulsions. On a été obligé de le mettre en ventilation artificielle. Sa température à l'arrivée dans les urgences était de 43,3 degrés. Et maintenant il va falloir lui trouver une place en réanimation et a priori il n'y a pas de place en réanimation en Ile-de-France. À une capacité d'accueil médiocre s'ajoute la pénurie du personnel soignant, le mois d'août étant propice aux vacances. Comment ça se passe aujourd'hui dans le service ça? Délicatement. Je suis désolé mais j'ai beaucoup de choses qui m'attendent. Saint-Antoine, autre hôpital parisien et même situation de crise. S'il vous plaît, vous avez une minute, j'ai un problème d'aiguille. Depuis ce matin, on nous dit que le docteur va passer, mais ma foi, il n'est toujours pas venu. Oui. Sur la région parisienne, une cinquantaine de patients seraient décédés en 4 jours, tous atteints d'hyperthermie. Les médecins lancent un cri d'alarme aux autorités sanitaires. Moi, je me bats pour mes malades. Mes chiffres, j'en suis sûr. Parce que c'est des gens qui sont sur le terrain. C'est pas des gens qui sont sur un bureau avenue de Ségur avec une salle climatisée et qui se rendent pas compte de ce qui se passe. Le personnel fait son maximum. Les malades décèdent, c'est une réalité. Une réunion de crise se tenait cet après-midi au siège de l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Le plan d'urgence est lancé. Nous avons à faire face à un flux continu. Donc la priorité, on a commencé de le dire vendredi, je le redis aujourd'hui avec force, c'est de libérer le maximum de lits dans nos hôpitaux. Parmi les mesures, faire sortir les patients dès que possible et reporter les opérations non urgentes. Si la canicule persiste, le personnel hospitalier en congé sera rappelé en renfort. Contrairement à l'Île-de-France, il est des régions qui semblent moins concernées par ces encombrements aux urgences. C'est le cas de Marseille. Il faut dire que la ville a tiré les leçons de la canicule de 83. Elle avait fait près de 500 morts en seulement 15 jours dans la cité phocéenne. Francis Mazoyer, Benoît Jourdan. La canicule ajoutée à la prise de médicaments, cette Marseillaise de 93 ans est complètement déshydratée. Elle ne s'alimente plus depuis 3 jours. La prise en charge est immédiate, car son état est critique. Elle vit seule, elle a une infirmière à domicile qui vient la voir, et là, aujourd'hui, quand elle l'a trouvée, elle a eu des antibiotiques qui lui ont provoqué une diarrhée, et donc elle s'est déshydratée. Donc elle est arrivée, comme vous l'avez vu, elle n'avait plus de tension, et donc on lui a apporté une réhydratation rapide.
Les cas graves comme celui-ci sont assez rares aux urgences de l'hôpital de la Conception. Plus nombreux, les patients victimes de malaise ou d'hyperthermie, même si l'activité liée à la chaleur n'est pas supérieure à celle de l'été dernier. Gérer la canicule fait presque partie de la culture locale pour les habitants comme pour les médecins. Tout comme un médecin lapon vous dirait de ne pas sortir sans gants, le médecin marseillais va dire à ses patients de boire de l'eau, de faire attention à la chaleur, de faire attention aux efforts pendant les périodes de chaleur, de ne pas s'exposer inutilement au soleil. Tous ces conseils-là existent, ça c'est clair. Le laboratoire de santé publique estime à 480 le nombre de personnes décédées à Marseille à cause de la canicule de 1983. Les leçons d'un tel drame ont été tirées, il ne s'est jamais reproduit. Avec nous justement en direct de Marseille, le professeur San Marco, vous êtes directeur du laboratoire de santé publique à l'université. Alors la situation semble meilleure chez vous à Marseille. Globalement, vous avez choisi de travailler sur l'information et la prévention. C'est exact, madame. Nous avons profité de l'expérience malheureuse que nous avons vécue en 1983. Nous avons, comme vous l'avez rappelé, perdu près de 500 morts, essentiellement des personnes âgées, essentiellement des vieilles dames. Et nous avons compris ce qui se passait. Cette antériorité nous a donné la possibilité de prendre du recul et surtout de réagir. Parce que nous sommes aperçus à ce moment-là que ça n'était pas un phénomène unique, qu'il y avait eu des phénomènes moindres qui étaient passés inaperçus préalablement. Dès lors, nous avons décidé de faire une prévention et nous avons agi en analysant ce qui se passait, étant donné que les personnes âgées ne peuvent pas transpirer, ne peuvent pas lutter contre la chaleur et que progressivement leurs pauvres réserves s'épuisent, nous avons décidé de remplacer leurs réserves en les mouillant, en les aspergeant d'eau avec un vaporisateur, en les mouillant avec des linges humides. C'est un geste d'une trivialité et d'une simplicité absolue. C'est un geste tellement stupide qu'il peut paraître dérisoire, mais pourtant il est totalement efficace. J'en veux pour preuve la comparaison, excusez-moi. Oui, vous dites justement que c'est un geste finalement très simple, presque de bon sens. Alors pourquoi est-ce qu'on ne l'applique pas partout en France ? Alors je crois, madame, que nous sommes victimes de deux choses. La première chose, c'est l'antériorité. Nous sommes la seule équipe qui avons travaillé sur ce problème. Nous avons été confrontés pour la première fois, ça n'avait jamais été décrit en zone tempérée. 83 en Marseille, on parle toujours de Chicago 95, on était avant. Les Marseillais font souvent les bêtises avant les autres. Et nous avons été confrontés à cela et nous en avons tiré les conséquences. Dès lors, nous avons lancé, parce que la spécificité de mon équipe est qu'elle est bipolaire, thérapeutique et épidémiologique, nous avons lancé une action thérapeutique également en mesurant l'efficacité de cette action. Elle n'est pas mauvaise. Nous avons réduit, sur les 15 ans qui ont suivi la catastrophe de 83, nous avons réduit la mortalité dans les mêmes conditions d'un facteur supérieur à 2. On l'a divisé par un facteur supérieur à 2. C'est bien. Malheureusement, il reste ce 1,8 morts en plus que nous voudrions bien supprimer et pour lesquels nous avons des difficultés parce que les sujets isolés sont difficiles à joindre. Mais professeur, surtout, oui, je vous écoute. Concrètement, est-ce qu'on pourrait donc l'appliquer à l'ensemble du territoire français? C'est une proposition que vous allez faire? Bien sûr, c'est la proposition que je fais. Et il y a deux explications au fait que ce ne soit pas transmis à l'ensemble de la population. La première explication, c'est que je ne suis pas bon et que je n'ai pas su faire transmettre mon message. La deuxième explication tient au fait que nous sommes la seule équipe au monde à avoir travaillé là-dessus en termes d'épidémiologie d'un côté et de thérapeutique de l'autre. Étant donné qu'il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas eu de confrontation avec des méthodes différentes et des résultats différents, nous sommes encore, j'allais dire, dans les balbutiements. Et malheureusement, nous savons que nous avons été efficaces et nous voudrions proposer à l'ensemble de la nation d'utiliser les mêmes techniques. En sachant une chose, la cible idéale, c'est les personnes isolées. On l'aura bien compris, un message tout particulier vis-à-vis des personnes isolées. Merci, professeur San Marco. La canicule qui a aussi de grosses conséquences sur la production en électricité. Le gouvernement vient d'annoncer qu'il accorderait des dérogations à EDF pour lui permettre de faire fonctionner ses centrales nucléaires et thermiques. Le gouvernement qui a également lancé un appel au civisme pour limiter la consommation. Alix Bouillaguet. Pas vraiment de mortalité de poissons, sauf dans... À quelques minutes de son point presse, Roselyne Bachelot a besoin de se rassurer. Et pour cause, canicule oblige, le gouvernement va accorder des dérogations à EDF. En clair, pour fonctionner, certaines centrales pourront rejeter dans les fleuves de l'eau plus chaude qu'autorisée habituellement. Un feu vert d'autant plus difficile à donner que la température des rivières est déjà anormalement élevée. On est face
à un record historique de l'élévation de la température des fleuves, due à la sommation de deux effets, la canicule et le fait de la sécheresse qui fait que la couche de l'eau est extrêmement faible. Des dérogations dénoncées aujourd'hui par les Verts, trop risquées pour la faune et la flore fluviale, disent-ils. Les dérogations accordées aux centrales, c'est un scandale. C'est un scandale, on va détruire des rivières pour des dizaines d'années. Tout ça pour faire plaisir à EDF. Elles sont des mesures... Le gouvernement se donne également la possibilité d'arrêter une centrale si le bâtiment du réacteur dépasse les 50 degrés. Enfin, il en appelle au civisme des Français et préconise quelques gestes simples, réduire sa consommation d'électricité ou encore éteindre la climatisation lorsque l'on sort. Depuis plusieurs semaines, EDF réunit tous les jours une cellule pour répondre aux urgences. La France a beaucoup de difficultés à demander de l'aide à ses voisins européens puisqu'ils sont logés à la même enseigne. Vous allez le voir, les agents d'EDF sont obligés de s'adapter à des situations exceptionnelles. Bruno Timsit, Dominique Bonnet. Dans ce camion, de quoi alimenter un immeuble entier. Après 3 heures de coupure de courant, les résidents peuvent enfin remettre en marche leurs ventilateurs et réfrigérateurs. Un coup de manette et l'électricité repasse. Partout, les pannes de courant se multiplient. La chaleur provoque des courts-circuits et endommage les câbles les plus anciens. Nous rencontrons actuellement environ 15 incidents par jour qui affectent nos clients. La plupart des clients sont de toute façon réalimentés instantanément par les automatismes du réseau, mais certains d'entre eux peuvent avoir des coupures plus durables. Aujourd'hui, la consommation est de 5% supérieure à la normale, mais la production ne suit pas. Sur les 58 réacteurs nucléaires utilisés par EDF, une dizaine devraient bientôt être arrêtés, sur les bords de la Loire, de la Garonne et du Rhône notamment, comme c'est déjà le cas à Fessenheim en Alsace. Car en raison de la canicule, l'eau indispensable au fonctionnement des centrales est trop chaude. Le problème est le même ici, à la centrale thermique de Vitry-sur-Seine. La production a dû être stoppée. Les contraintes réglementaires sont tout à fait normales. Le monde industriel impacte l'environnement. On se doit, si on a des contraintes réglementaires, on se doit dans un premier temps de les respecter. Seule solution, importer de l'électricité. Difficile puisque toute l'Europe est touchée par la canicule. Pour l'instant, EDF se refuse à donner davantage de précisions sur le volume de ces importations pour éviter une spéculation qui a déjà commencé. Cette canicule amène de plus en plus de départements à prendre des mesures pour limiter la consommation en eau. Vous le voyez sur cette carte, aujourd'hui 66 départements sont concernés. C'est 10 de plus que la semaine passée. Cette sécheresse a de grosses conséquences sur la production des fruits, nous en avions déjà parlé dans ce journal, mais aussi sur la production de la lavande. Les récoltes sont précoces et de courte durée. Les producteurs estiment déjà leur perte à 30 voire 40%. Reportage sur le plateau de Sceaux dans le Vaucluse, Laetitia Fouque. C'est déjà la dernière parcelle. Encore quelques lignes de lavande avant que Sylvie n'achève la récolte 2003. Une récolte précoce et courte, car cette année les terres caillouteuses du plateau de Sceaux n'ont pas été très généreuses. J'ai commencé à couper entre 10 et 12 jours avant. Et ensuite, bon, les plantes n'étaient pas très belles. On a une très grosse sécheresse, donc les lavandes ont passé tout de suite, elles étaient toutes grises, on s'est mis à 2 machines pour pouvoir les couper. Il a fallu faire vite pour les cueillir à temps. La lavande, qui n'est pourtant pas très gourmande en eau, a beaucoup souffert de la sécheresse. Déjà en avril-juin, quand elle commence son développement, il n'est pas tombé une seule goutte. Au début de végétation, il y a eu des coups de gel sur certaines régions, certains bassins de production, et puis après, derrière, une attaque de chenilles, donc ça fait déjà le deuxième problème. Puis, niveau du mois de juin, juillet, grosse chaleur, donc déficit hydrique au niveau de la plante et donc mauvaise pousse. Résultat, les exploitants accusent 30 à 40% de pertes. Dans cette distillerie, on extrait l'huile essentielle. D'une tonne de lavande, on extirpe 15 à 20 kilos d'huile. Alors forcément, la chute des récoltes inquiète. Moi, ça sera une perte financière sûre au niveau de la distillerie. Un temps de distillation beaucoup moins long et à partir de là, on manque d'argent à l'arrivée. Pour tous ceux qui vivent de la lavande, de la Drôme aux Alpes-Maritimes 2003, c'est tout simplement la pire des années. Hier soir, un violent orage a entraîné une coulée de boue dans le village d'Ardevielle-Pouchergue dans les Hautes-Pyrénées. Le petit ruisseau qui traverse la commune a brusquement gonflé, entraînant des rochers et des troncs d'arbres. La plupart des caves ont été inondées. Une cinquantaine de sapeurs-pompiers ont été mobilisés.
En Lozère, selon nos dernières informations, l'incendie semble se calmer ce soir. En tout cas, les pompiers sont parvenus à limiter sa progression. 600 hommes sont toujours mobilisés car le vent capricieux fait craindre de nouvelles reprises. Et puis en Corse, en revanche, les pompiers restent inquiets. Pour l'instant, ils ne sont pas parvenus à maîtriser l'incendie qui a déjà ravagé 600 hectares près du village de Tola, au nord d'Ajaccio. Les équipes ont beaucoup de mal à accéder sur ce site très escarpé. Paul de Genève, Chloé Lecomte. Les pompiers de Bastelica partent au feu, mais ils laissent leur camion à la caserne. Un hélicoptère les attend pour les déposer en pleine montagne. Comme les moyens aériens sont toujours engagés en Haute-Corse, et si on racle pas à la main, on ne pourra pas l'arrêter. Et là, c'est un coin qui est très difficile d'accès. C'est difficile d'accès et la végétation est assez dense. Sans cet hélicoptère, ces hommes ne pourraient donc pas affronter le feu. L'incendie se propage maintenant librement dans une zone totalement inaccessible. La lutte contre ce feu ne peut donc se faire qu'à partir du ciel. Or, les hélicoptères russes présents hier ont dû repartir et aujourd'hui les Canadair ont été appelés au nord de la Corse sur d'autres feux. Les avions sont obligés de passer d'un feu à l'autre, surtout pour traiter des feux naissants. Et en fait, on n'a pas 20% du potentiel qu'on devrait avoir pour essayer au moins de maîtriser ces feux. Demain, des pompiers devraient à nouveau être héliportés. Depuis 3 jours, 600 hectares de maquis sont déjà partis en fumée. 2 Canadair sont revenus cet après-midi ici. Ce sera sans doute insuffisant pour aujourd'hui. Les pompiers ne maîtrisent absolument pas cet incendie. Ils ont pourtant engagé tous les moyens dont ils disposent. Mais si le feu de Tola est le plus important ce soir en Corse, ce n'est pas le seul. En tout, 12 incendies sont en cours ce soir sur l'île et pour la plupart dans des zones inaccessibles. En Espagne, les incendies ont causé la mort de 5 personnes en Catalogne. Au Portugal, la situation est toujours aussi préoccupante. Au sud du pays, 4 villages ont dû être évacués suite à la progression des flammes. Amaury Hibert. Au Portugal, la course contre le feu continue, cette fois-ci dans le sud du pays, en Algarve. Avec les fortes chaleurs et le vent d'est, le feu progresse très rapidement. Il est hors de contrôle des pompiers. Le front s'étend sur près de 6 km. 4 villages ont dû être évacués. Dans le pays, les incendies ont déjà fait 15 morts, détruit 200 000 hectares de forêt et provoqué 1 milliard d'euros de dégâts. En Espagne, les habitants de San Lorenzo-Savall ont côtoyé l'enfer hier. Dans ce village de Catalogne, le feu a menacé les maisons. 5 membres d'une même famille sont morts en tentant de s'échapper. Ces 5 personnes ont dû avoir peur. Elles sont sorties de leur maison et sont mortes par asphyxie. Dans cette région, située à 60 km au nord de Barcelone, le feu a déjà parcouru 1300 hectares de forêt et entraîné l'évacuation de 500 personnes. En Europe du Sud, rares sont les pays épargnés par les flammes. Ici, dans le centre de l'Italie, le feu dévore un parc naturel. Dans ce relief très accidenté, seuls les hélicoptères bombardiers d'eau sont réellement efficaces. Et pour protéger les habitations, on préfère couper les arbres avant qu'ils ne brûlent. Même la Suisse est touchée par les feux de forêt. C'était hier soir le long du lac Léman, quelques hectares partis en fumée. Et comme au Portugal, en Espagne ou en France, la même origine, criminelle. Au Libéria, Charles Taylor vient de prendre la route de l'exil. Dans l'après-midi, il a quitté la présidence du pays et cédé son poste à son vice-président. Pour la population, ce départ est un immense espoir de paix après 14 ans de guerre civile. Jean-Marc Ilouz. Ses troupes étaient battues, mais l'homme aux lunettes noires tenait la paix en otage. Et aujourd'hui, sur l'aéroport de Monrovia, Charles Taylor, le président libérien, avait imposé la mise en scène de son départ du pouvoir. En accueillant lui-même ses pairs africains, convaincus après 14 ans de guerre en Afrique de l'Ouest que la paix au Libéria valait bien une messe. Et même un dernier sermon d'un homme considéré par les Nations Unies comme un trafiquant d'armes, de diamants et comme un criminel de guerre. Si Charles Taylor est le problème, il quittera son pays en un clin d'œil. Et Charles Taylor le baptise d'expliquer qu'il est l'agneau pascal, sacrifié sur l'autel de la paix. Un prêche émaillé de considérations constitutionnelles et d'appel au sentiment religieux de George Bush. En clair, Taylor rêve de revenir, mais aujourd'hui, il s'en va. Et miracle, au large de Monrovia, sortaient de la brume les bâtiments américains et leurs 2300 marines restés invisibles pendant les derniers massacres. En ville, les hommes de Taylor rêvent toujours de leur part de gâteau, mais ce sont des adversaires qui leur ressemblent comme des frères
ou ici comme des sœurs, qui chantent au départ du principal responsable d'une guerre qui a fait 250 000 morts et 400 000 déplacés. Enfin, il s'en va. Taylor est bien dans cet avion pour le Nigeria. Il est le premier président libérien à quitter le pouvoir vivant. C'est un petit garçon toujours aussi courageux et combatif qui s'est exprimé tout à l'heure devant les médias britanniques. Le petit Ali, qui avait perdu ses 2 bras durant la guerre en Irak, est actuellement en Grande-Bretagne pour y recevoir des prothèses. Christelle Bertrand. C'est l'entrée vers une nouvelle vie. Dans quelques heures, Ali et Ahmed vont essayer les prothèses de leurs membres amputés. Un peu perdus, un peu impressionnés aussi, leurs premiers mots en public vont vers ceux qui les aident. Je remercie tout le monde. Je suis très touché par la gentillesse et la chaleur que j'ai reçues depuis mon arrivée ici. Début avril, le visage grimaçant de douleur de cet enfant de 13 ans a fait le tour du monde. L'image de son corps brûlé et mutilé a déclenché une chaîne internationale de solidarité. Laissé orphelin après le bombardement de sa maison de Bagdad, il est très vite pris en charge par les autorités koweïtiennes. Là-bas, il recouvre le sourire et l'équilibre après la cicatrisation de ses brûlures. Le Koweït décide alors de prendre en charge le destin d'Ali. Un jet privé l'emmène en Angleterre où le montant de ses soins médicaux est déjà payé. C'est ce genre de prothèse qu'Ali va bientôt porter. Quelques semaines d'apprentissage suffiront pour qu'il retrouve ses moyens physiques. Il aura plus de mal à récupérer psychologiquement que physiquement. Car en ce qui concerne les prothèses, je ne me fais pas de soucis. Les enfants sont sortis de leur cauchemar. Ils vont maintenant réapprendre à vivre, loin du battage médiatique. Après la pose de ses prothèses et une période de rééducation à Londres, l'avenir d'Ali est au Canada. Un médecin urgentiste d'origine irakienne, déjà père de 3 enfants, vient d'engager une procédure d'adoption. La colère monte sur le plateau du Larzac au lendemain du grand rassemblement altermondialiste. Les habitants et les élus ne veulent pas voir affluer les rêveurs qui vont se retrouver vendredi pour le traditionnel Technival. L'État avait prévu de réquisitionner le site pour accueillir la plus grande fête techno de l'été en Europe. Jérôme Soulard. Ambiance houleuse devant la préfecture de Millau. Dealers et autres noms d'oiseaux. Les insultes vont bon train contre les organisateurs du Technival reçus cet après-midi en préfecture. Les manifestants, des riverains et des agriculteurs, ils s'opposent à la tenue de la plus grande rave de l'été sur leur commune, quelques jours à peine après la gigantesque manifestation antimondialiste. Nous avons vu un déferlement de personnes et les rêveurs, évidemment, sont arrivés avec les autres personnes. Et je vous assure que pendant 3 nuits, nous avons passé 3 nuits blanches et toute la population est excédée. Voilà, et nous avons peur. Avec José Bové, 200 000 personnes ont déjà campé ce week-end sur le plateau du Larzac. Les riverains espéraient bien retrouver un peu de tranquillité. Mais l'État aujourd'hui a tranché. Malgré les protestations des maires des communes environnantes, le Technival aura bien lieu et sur leur terre. 40 000 personnes attendues, un dispositif de sécurité mis en place par l'État. Ce sont ensuite des renforts de sapeurs-pompiers, comme nous en avons eu ce week-end et qui sont intervenus avec succès, qui assureront la sécurité incendie. Et enfin, ce sont des secours aux personnes et des sanitaires, de l'hygiène, pour assurer là aussi le bien-être des personnes. Chaque année en France, le Technival a bien du mal à trouver sa place. Mais cet été, Nicolas Sarkozy s'est engagé. Le plateau du Larzac sera la terre d'accueil des rêveurs. La canicule n'a pas que des conséquences fâcheuses. Côté vigneron, on s'attend à un millésime exceptionnel. À Cuxac, dans l'Aude, les soleils et les températures élevées ont entraîné une maturation rapide du raisin. Les vendanges commenceront donc avec de l'avance. Julia Delage. Nous voilà partis pour une année de plus, 2003. Espérons qu'elle sera belle et qu'on ait le temps avec nous. Vendangé le 11 août, Georges, viticulteur dans l'Aude, n'avait jamais vu ça. Mais cette année, son cépage de chardonnay n'attendra pas. Gorgé de soleil, le raisin est déjà arrivé à maturation avec plus de 2 semaines d'avance. La sécheresse de ces dernières semaines a rendu le raisin assez peu juteux, mais riche en sucre et en arômes. Des qualités qui rendent confiants les producteurs de Cuxac. 14,5. Pour cette année, ça va être un millésime exceptionnel, avec une très belle maturité, une concentration qui est importante. Là, les premiers raisins rentrent déjà 14,5, avec 14 jours d'avance. Après la récolte et le pressage, le vin reposera 11 mois dans les caves du chai de Cuxac. En juin prochain, de ces fûts en chêne sortira un vin blanc au reflet doré,
Les amateurs pourront alors déguster avec modération les arômes acidulés de ce millésime 2003. 15 millions de spectateurs sur les routes en juillet pour suivre le Tour de France, à peine quelques milliers pour suivre la grande boucle féminine au mois d'août. Décidément, le cyclisme au féminin ne fait pas recette. Les concurrentes doivent donc se débrouiller avec les moyens du bord, comme nous le montre ce reportage de Nicolas Jay et Vincent Ferreira. Vidés, fatigués les concurrents de la grande boucle. À l'arrivée, toujours les mêmes scènes, pas de mobil-home, pas de chambre climatisée, on ne connaît pas le luxe. Oui, c'est dur, hein. Je préfère même pas en parler. Nous sommes au départ de l'étape quelques heures plus tôt. Les concurrentes se préparent dans l'anonymat le plus complet. Le public semble bouder la grande boucle féminine. Les journalistes aussi, ils sont moins d'une dizaine à suivre l'épreuve chaque jour. Pas facile d'être une femme cycliste. C'est vrai qu'à la télé, on n'en parle pratiquement pas, à part 2 minutes et encore. C'est vrai que c'est dommage parce qu'elles souffrent autant que les hommes. Je pensais qu'il y aurait un peu plus de monde parce que ce sont de grandes championnes. 13 juillet dernier, lors de l'étape de l'Alpe d'Huez, des centaines de milliers de spectateurs acclament les coureurs du Tour. Contraste saisissant avec le désert rencontré sur les routes par les concurrentes de la grande boucle. Les gens, le public ne savent même pas qu'il y a la grande boucle féminine qui existe. Pourtant, ils habitent à 5 km ou 10 km, mais ils ne savent pas. Et c'est vrai que c'est un gros point d'interrogation. Et c'est vrai que ça nous peine un petit peu. Il faut être féministe militant. Il faut soulever des montagnes et il faut surtout convaincre, je veux dire que ce soit les villes, que ce soit les médias, que ce soit même le public qui est au bord des routes, pour leur dire que le sport féminin c'est quelque chose d'exceptionnel. Exceptionnel et dur. Des cols, de la souffrance et des gains dérisoires par rapport aux hommes. Au final, la gagnante de la grande boucle empochera 15 000 €, 25 fois moins que Lance Armstrong. Alors que l'Islande a annoncé la reprise de la chasse à la baleine, voici la belle histoire de 5 cétacés qui viennent d'être relâchés au large de la Floride. Ces baleines avaient été soignées pendant 4 mois. Gaël Chauvin. Des mains de l'homme aux profondeurs de l'Atlantique. Ces baleines pilotes ont recouvré leur liberté hier au large de la Floride. Échouées sur la côte, elles avaient été sauvées il y a 4 mois, puis transportées dans ce lagon afin d'y être soignées. 4 mois plus tard, les rescapés sont prêts à rejoindre le large, ensemble. De mémoire de biologiste, on n'avait jamais vu ça. C'est incroyable, j'ai vraiment hâte d'avoir des nouvelles. Je ne peux pas m'empêcher de me demander comment elles vont se débrouiller. C'est tellement émouvant. Et pour savoir comment les petites protégées vont se débrouiller, elles ont été équipées d'émetteurs qui permettront aux scientifiques de suivre leurs déplacements. Le but, établir une carte de leur migration, mieux connaître leurs habitudes pour mieux les protéger. Une méthode plutôt douce. Au même moment, les Islandais annoncent qu'ils reprennent la chasse à la baleine, officiellement à des fins purement scientifiques. À partir de ce soir, nous vous proposons de découvrir les ports français. Nous faisons une pause aujourd'hui dans celui de la Trinité-sur-Mer, en Bretagne Sud. C'est l'un des ports de plaisance les plus importants de la côte atlantique. Un paradis pour les amoureux de la voile, qu'ils soient amateurs ou professionnels. Diego Garcia, Delphine Détry. Une forêt de mâts, une multitude de coques blanches, le port abrite paisiblement 1200 bateaux. La Trinité, le temple de la voile au dire de certains. Pour naviguer, c'est extraordinaire, le paysage est superbe, enfin tout est beau. C'est le paradis ici. Un paradis grâce à sa rivière en eau profonde. Elle permet à tous les navires de rentrer dans le port, quelle que soit l'heure, par tous les temps. Et puis, tout à côté, la baie de Quiberon, un immense plan d'eau abrité qui permet de naviguer en toute sécurité. D'ailleurs, de grands navigateurs ont élu domicile à la Trinité. Ici, les professionnels, on peut les croiser et c'est vrai qu'on se sent très proche d'eux dans la mesure où on navigue au même endroit. Au fil des années, la Trinité est devenue le port d'attache des meilleurs skippers, le mouillage des meilleurs voiliers. Tous les ans, des compétitions rassemblent les amoureux de la mer, les néophytes avec les navigateurs confirmés. Marc Guillemot délaisse parfois son catamaran pour garder la forme sur sa yole. On a un terrain de jeu exceptionnel qui est la baie de Quiberon, qui permet de s'entraîner sur tous les types de bateaux, que ce soit en multicoque, sur des monocoques pendant les entraînements d'hiver, toute la saison. Et c'est vrai que c'est l'endroit où se retrouvent un petit peu tous les marins de France et de Navarre.
Derrière le quai, le bourg, un peu oublié. La voile a éclipsé les vieilles pierres. La rue de la Caserne était autrefois la rue des douaniers. Ils surveillaient les côtes à la grande époque du commerce maritime. Il n'y a plus de douaniers, il y en a un ou deux, alors qu'avant il y avait une véritable compagnie ici de une vingtaine de douaniers. Mais la nostalgie n'est pas de mise dans ce lieu où la voile se vit 24 heures sur 24. L'avenir, le voilà, la relève est prête. Cette semaine, l'école de voile reçoit 200 jeunes. Et puis, il y a les moins jeunes. Beaucoup ont décidé de jeter l'ancre dans ce pays pour sa qualité de vie. Gabriel vient de Normandie. On a trouvé le bonheur ici. Tous les jours, quand on ouvre les volets, c'est le bonheur de découvrir ce paysage-là. Peu à peu, une longue histoire d'amour s'est tissée entre la ville et la mer. Désormais, la Trinité produit du rêve, un rêve qui ne s'arrête jamais pour qui aime le bateau. Ce soir, nous avons découvert pour vous une nouvelle plage de rêve, direction l'île des Ébiens, dans les Côtes d'Armor. Pour s'y rendre, il faut attendre la marée basse. Reportage Jacques Deveau, Michel Hiver. Une île, c'est réservé aux marins, à ceux qui affrontent la vague et le vent. Pour le pauvre terrien, il ne reste guère que la contemplation des paysages. Mais ici, à Saint-Jacques, chaque jour, l'île des Ébiens ouvre comme un passage secret. La mer se retire et l'île, qui semblait si lointaine, devient accessible à pied. Il faut suivre la marée, parce que si vous partez que la marée n'est pas bonne, vous risquez d'être encerclé. Et si le terrien s'aventure jusqu'ici, c'est pour profiter de cette plage, protégée des vents plein sud, un petit coin de paradis. Il y a une quiétude, il y a le chant des oiseaux, des mouettes partout, il y a des rochers à perte de vue, on ne sait plus où est la terre, on a l'impression d'être dans un autre monde. Ouais. C'est un des endroits les plus magnifiques, je pense, de Bretagne. Ouais. Ici, le sable y est, paraît-il, plus blanc et le bronzage plus intense. L'île de 18 hectares est privée, mais l'accès est toléré. Les Ébiens, c'est aussi pour les plaisanciers un lieu de mouillage très apprécié. Moi, je connais depuis que je suis enfant, oui. Parce que je venais avec mes parents ici pendant les vacances en bateau. Et donc, j'ai acheté un bateau et j'emmène mes enfants maintenant. Pour 3 heures seulement, l'île offre ses richesses. Pêche, balade, farniente, loin du bruit et de la foule. Il y a quelque chose de magique. Déjà de traverser ce petit bras de mer pour venir ici. Mais aussi parce qu'on est isolé, loin des gens, du bruit, des boutiques et des voitures. Mais déjà la marée remonte, les terriens regagnent le continent, laissant l'île aux marins. Encore quelques instants et les flots encerclent les Ébiens, gardant ses secrets jusqu'à la prochaine marée. La célèbre National 7 a désormais son musée. Il y a 30 ans, cette route était le seul itinéraire possible pour se rendre sur la Côte d'Azur. Aujourd'hui, elle a été détrônée par la 7, plus rapide mais moins pittoresque. Charlotte Millet, Alexandra Renard. National 7, il faut l'apprendre qu'on aille à Rome à 7. La National 7, c'était au temps où l'on traversait les villages. C'était au temps où il fallait prendre son temps. Paris, la Côte d'Azur, 2 jours. Aujourd'hui, l'autoroute va plus vite et plus sûre, mais pour ne pas oublier, quelques retraités élevés le long de la National 7 ont créé un musée. On y trouve de tout. Collection de bidons d'huile, vieilles pompes à essence, et même la fameuse américaine, la Ford T, première voiture fabriquée à la chaîne. Et bien sûr, la très populaire 4 chevaux. Ah, j'étais en vacances avec, oui, ça, sûr, j'étais en vacances avec. La canne à pêche, avec la galerie, les petits derrière. Et c'était pas confortable comme ça de maintenant, mais enfin, bon, on n'en est pas mort puisque je suis encore là. Pas mort, mais plein de nostalgie d'une époque à jamais révolue. La National 7 n'est plus ce qu'elle était parce que dans le temps, il y avait beaucoup de restaurants, il y avait beaucoup de pompes à essence, des stations-service. Toutes ces stations-service maintenant ont disparu. C'est une route qui représentait un peu le salon de l'automobile permanent. Toutes les nouvelles voitures circulaient sur la National 7. On avait la priorité de voir les premiers véhicules qui sortaient au salon de Paris. Aujourd'hui, la National 7 a toujours ses adeptes, c'est la route des vacances tranquilles.
On peut visiter, on peut s'arrêter et visiter quelques jolis villages comme ici. Je ne sais pas si on est heureux en prenant la Nationale 7, mais c'est la route des vacances, oui. C'était aussi la route des embouteillages. Mais aujourd'hui, on n'en garde plus que des bons souvenirs. Une route quasi mythique, la route du bonheur. Nos meilleurs vœux de bonheur à Yuri et à Ekaterina, un mariage entre terre et espace. Le cosmonaute russe et sa fiancée américaine se sont dit oui à 400 km de distance. La cérémonie s'est déroulée via un écran géant qui reliait la station spatiale à la base de Houston au Texas. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À suivre les prévisions météo d'Isabelle Martinet. 20h55, le 3e épisode de notre fiction, un été de canicule avec Charlotte de Turckheim et Anthony Delon. 0h05, le dernier journal vous sera présenté par Jean-Claude Renaud. Et pour clore ce journal, ces images de mouettes venues trouver un peu d'ombre sur ce lac près de Courmayeur, au pied du Mont Blanc en Italie. Ces mouettes viendraient de Scandinavie, d'Angleterre et même de Bretagne. C'est dire qu'il fait chaud, très chaud. Excellente soirée sur France 2. À demain.